Bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF avec une actualité assez politique. On va parler des élections européennes, on va parler du Sénat, on va parler des hommes politiques et des hommes d'État, mais on va surtout en parler avec 4 femmes que je suis ravi de recevoir. Anne Perbriot, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère régionale Île-de-France et vous êtes spécialiste aussi de communication. Tout à fait. Et vous avez organisé justement cette réunion sur qu'est-ce que c'est la différence entre un homme politique et un homme d'État. Est-ce qu'on est passé de l'homme d'État à l'homme politique? On va en parler tout à l'heure. Sophie McLaughlin, bonjour. Vous êtes membre de l'Institut Sapiens. L'Institut Sapiens réfléchit un petit peu à ce que sera la société de demain. Voilà. Et la nouvelle place de l'homme, surtout dans cette révolution qui a déjà commencé. De l'homme et de la femme. Enfin, quand on dit l'homme, c'est l'homme au sens c'est toujours l'homme par défaut, l'homme et la femme, bien sûr. Anne-Charlène Bézina. Bonjour Patrice. Patrice. Vous êtes maître de conférence à Sciences Po et à l'Université de Rouen. Et donc, on va parler avec vous, justement, homme politique, homme d'État, on va parler du Sénat, on va parler des élections européennes. Et Coralie Dedieu, bonjour, vous êtes avocat. Exactement. Vous préférez qu'on dise avocat qu'avocate? Oui. Vous n'avez pas la féminisation des... Non, je ne suis pas très favorable. Je pense qu'il y a d'autres combats que la féminisation. C'est bien plus surtout important que sur les vous femmes. êtes quand même la seule profession où les hommes portent des robes. Donc en fait, on s'en moque donc c'est un eux peu, qui se féminisent. Exactement. Plus que vous. Justement, profitons-en, puisque c'est pas tous les jours que 4 femmes sont sur un même plateau. Est-ce que vous pensez que il y a encore une lutte à mener pour que la place des femmes soit plus forte, plus grande dans la société, dans les places importantes, dans les médias? Oui, bien sûr. Après, moi, je trouve qu'on a déjà fait beaucoup de progrès. Il y a une libération de la parole qui est très nouvelle. On parle beaucoup plus librement de sujets féminins. On parle des règles. Même notre président de la République on a parlé également lors d'un débat. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire. On est en France, il y a encore des différences de salaire considérables, 10% à poste égal de différence de salaire entre les hommes et les femmes. Je crois que c'est 16% la moyenne en Europe. Donc on a encore du travail, beaucoup de travail, oui. De ce côté-là, oui. Vous êtes, Anne Perbriot, élue conseillère régionale. Combien il y a de femmes? Il y a la parité? Il y a la parité, tout à fait. Ça y est. Ça y est. Mais je rejoins Sophie. Et il y a une présidente. Il y a une présidente, exactement, Valérie Pécresse. Mais je rejoins Sophie sur le combat, si je puis dire, qui doit se prolonger. Quand je pense qu'on n'est qu'à 75 ans du droit de vote pour les femmes, ça, forcément, il y a une inertie, mais on a déjà fait énormément de progrès. Mais il faut tenir le cap. Le cap, oui. Et dans les médias également. On disait l'autre jour que 30% du temps de parole dans les médias, donc c'était le temps de parole représenté par les femmes, le temps de parole des femmes. Alors qu'elles sont 50%, voilà, un peu plus même. Voilà. De la 20% des experts sur les chaînes de télé, 20% des experts. Donc c'est des chiffres qui permettent d'encourager pour continuer à féminiser cette profession. Quels sont les progrès à faire? Anne-Charlène, justement, dans la représentation. Chez les enseignants, il y a des professions qui se féminisent, avocats, enseignants, non? Nous, dans la fonction publique, professeur, maître de conférence, ça va, la féminisation tient le cap. On est même souvent plus de femmes que d'hommes. Oui. Mais je rejoins là encore ce qui a été dit sur le combat à mener. Évidemment, on est au début d'en voir la fin. Quand on voit notamment la législation sur les violences faites aux femmes, les chiffres qui n'arrivent pas à décroître. Dans l'Union européenne, c'est le même combat. Je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, même sur le plan législatif. C'est vrai qu'on a parlé du coup de la parité élective qui a été pendant longtemps un combat mené par le législateur. Il y a des choses à faire sur l'égalité plutôt salariale maintenant, et puis aussi sur l'égalité du traitement des femmes avec cette question des violences, du harcèlement de rue sur lesquels on avance, mais voilà, il y a encore des choses à faire, évidemment. Coralie Dedieu, oui, profession qui la justice, c'est une profession qui s'est féminisée beaucoup dans les dernières années. Alors oui, c'est une profession qui est éminemment féminisée, mais on a. Alors moi, je suis dans une partie droit des affaires. Oui, vous êtes plus. Et donc cette partie-là, en fait, exactement. Et cette partie-là est moins féminisée, c'est-à-dire que vous avez beaucoup plus d'avocats collaborateurs
collaboratrices, mais vous en avez beaucoup moins en tant qu'associés. Donc il y a ce fameux plafond de verre qu'il faut exploser. Et là, alors nous chez les avocats, nous sommes les moins bien traités parce qu'on a vu qu'on avait des écarts de salaire allant jusqu'à 50% avec les hommes. Donc c'est énorme. Et ce sont des sujets qui sont vraiment traités actuellement par le barreau, par tous les barreaux. Ce sont des sujets qui sont vraiment prégnants et que l'on tend à mesure. Mais ça tient à quoi? Pourquoi cette différence? Parce que 50%, c'est quand même... là, c'est énorme. Je sais pas, parce que, comme vous dites, c'est plutôt des collaboratrices que... C'est ça, hein? Exactement. Donc, il y a vraiment... Alors maintenant, il y a autant d'avocats, il y a autant d'avocats, presque même plus d'avocats femmes que d'hommes. Ouais. Et on a vraiment cette espèce de hiatus qui ne s'explique pas. Et c'est vraiment très difficile. Alors, c'est encore plus difficile dans les cabinets d'affaires que dans les cabinets. Alors, vous avez des matières qui sont spécifiquement masculines et des matières qui sont spécifiquement féminines. Le droit de la famille, plutôt féminin. Plutôt féminin, droit social plus féminin également, droit des affaires plus masculin. Et alors quand vous allez sur des matières beaucoup plus techniques de fusion-acquisition, de procédures collectives ou des choses comme ça. Exactement. Non mais et donc mais on a à peu près le même problème après chez les ingénieurs informatiques où il y a plus de représentativité chez les hommes que chez les femmes. Parce que là il y avait une explication qui était assez incroyable, quoi. C'est-à-dire que dans les études, les filles sont meilleures que les garçons, notamment dans les matières scientifiques. Bon. Mais après, quand il s'agit de faire maths P, les grandes écoles, on les réfrène et c'est les mecs c'est les garçons qui prennent la place. Parce que comme si on est quand même encore dans cette vision où il faudrait, quand on est une femme, faut avoir moins d'ambition que quand on est un garçon. Il y a un peu encore ça, quoi, qui est prégnant, quoi. C'est ce qui a été pointé, je crois d'ailleurs, par le gouvernement au moment de la journée de la femme, qui a un petit peu fait l'état des lieux, en disant notamment les deux problèmes que tu pointes, c'est-à-dire que au poste de responsabilité, l'écart est encore plus grand, ça va jusqu'à 18%. Donc c'est plus on évolue vers le haut, en fait, que les femmes ont du mal un petit peu à percer. Et non seulement cette question des postes de responsabilité, mais aussi la place qui a été accordée à l'ambition féminine, c'est-à-dire essayer d'arriver à démasculiniser certaines professions. Ça, c'est encore une législation que beaucoup d'autres pays de l'Union européenne et que l'Union européenne elle-même promeut et que la France n'a pas encore vraiment mise en place, mais essayer d'arriver à ne pas cloisonner des professions à des sexes, ça serait quand même encore une évolution à mener, je pense. Et au niveau de la région également, il y a énormément de... Valérie Pécresse, alors, est une forcenée de l'égalité homme-femme, et notamment avec le centre Hubertine Auclair, où il y a énormément d'actions très concrètes, alors que ce soit la violence faite aux femmes, l'égalité homme-femme, etc. C'est vraiment un débat politique de société extrêmement important. Ouais. Mais d'ailleurs, alors, puisque vous parlez de politique, il y a une association qui s'est créée dans les Yvelines qui s'appelle ELI, c'est-à-dire les élus des Yvelines, des femmes des Yvelines, qui est à l'initiative de la sénatrice Marta de Cidrac et de quelques femmes maires pour inciter les femmes à entrer en politique. Vous allez nous en parler après. On regarde le sujet puis on réagit ensuite. Les Yvelines sont le département qui compte le moins de femmes maires dans la région. Sonia Brault, maire de Saint-Cyr-l'École, et Annéry Le Pallec, maire de Chevreuse, sont des exceptions. Elles font partie de l'association ELI, lancée ce matin dans le but de promouvoir les femmes dans les Yvelines qui désirent s'investir pour le territoire. Nous, vraiment, ce qu'on voudrait faire partager, c'est notre expérience de femmes élues, faire profiter des femmes qui souhaiteraient s'engager, qui ont des hésitations, des questions, des interrogations, leur montrer que c'est possible. Je reste persuadée qu'une femme et un homme sont complémentaires. Là où je me pose question, c'est sur le fait de devoir l'imposer pour que ça devienne effectif. Face à ce manque de femmes dans les effectifs des exécutifs locaux, comme à l'échelle nationale, la sénatrice Marta de Cidrac a lancé ELI, l'association de promotion des femmes en politique dans les Yvelines. C'est tout simplement de permettre aux femmes d'oser, d'aller plus loin dans leurs ambitions, parce que les femmes ont également des ambitions. ELI accompagnera également les élus dans leur mandat et proposera à ses adhérents des rencontres et des formations autour des mandats politiques. On est toujours en lien parce que l'idée c'est de créer du réseau, l'idée c'est de créer du lien.
Cette association est également ouverte aux hommes, interpelle la secrétaire de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Messieurs, nous sommes à vos côtés et nous avons autant de légitimité que vous à aussi à un moment donné nous saisir de cet espace public. La cotisation à l'association Ellie est d'un montant de 25 €. C'est pas très cher pour faire avancer la cause des femmes. Mais on retrouvait ce que vous disiez un petit peu tout à l'heure dans la politique, voilà, notamment dans les Yvelines, c'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de femmes élues. Si on regarde les députés, par exemple, je crois qu'il y a plus qu'une parité, il y a plus de femmes il y a plus de femmes que d'hommes. Mais pourtant, chez les maires, c'est peut-être un peu différent. Alors, parce que c'est une fonction peut-être particulière, je ne sais pas. C'est une excellente idée, cette association, parce qu'en fait, souvent, on constate que sur le côté pragmatique, les femmes sont plus engagées dans le faire. Et en fait, ce sont souvent des élus extrêmement efficaces qui, quand elles tiennent un sujet, vont jusqu'au bout. Oui. Par contre, Martha de Cidrac a raison de dire les hommes sont également acceptés. Il faut pas non plus sans arrêt monter les femmes. La question que posent des intervenantes, elle est intéressante parce que on a fait comme ça pour la parité. Est-ce qu'il faut imposer ou pas, quoi? C'est un vrai problème. C'est un problème. Est-ce qu'on attend que la société fasse son travail ou est-ce qu'il faut un peu activer tout ça, quoi? Et c'est un problème de droit, d'ailleurs, puisque finalement, ça crée une discrimination positive. Alors, certes en faveur des femmes, mais aussi en leur grand défaveur, à mon avis, puisque du coup, ça fait primer la qualité du sexe sur la qualité des mérites et talents au sens de l'article 6 de notre Déclaration des droits de l'homme. Et donc, on a le sentiment qu'il y a forcément une forme d'instrumentalisation du sexe à ce moment-là pour l'accès à la profession. C'est dommage d'en arriver là. Néanmoins, c'est une politique un peu américaine de arriver à l'égalité réelle en bousculant un peu l'égalité de droit. Est-ce qu'on a encore besoin de ça aujourd'hui? Tristement, ça a l'air d'être le cas. Néanmoins, ça a bien marché pour la parité. Ça a bien marché. Ça a bien marché. Voilà. Et s'il n'y avait pas eu la loi, je suis pas sûr qu'aujourd'hui il y aurait autant de femmes que d'hommes élus. Pendant des années, les partis ont préféré payer les amendes, d'ailleurs. Oui, absolument. Que respecter. Non, Sophie ou... Moi, je trouve que culturellement, en fait, à la base, je pense qu'il y a un travail de fond à faire qui est dans l'éducation, la culture. C'est-à-dire que finalement, les femmes dès l'enfance sont moins poussées à aller vers certaines carrières. Moi, j'ai un exemple qui me marque toujours quand je vais à des débats. Quand il y a les questions-réponses à la fin. Les hommes, souvent, se lèvent, posent des questions. Souvent, il n'y en a pas. En fait, ils ont quelque chose à dire. Les femmes... Alors, j'ai pas fait de statistiques sur le sujet, mais c'est quand même très intéressant. Les femmes, souvent, avant de poser leurs questions, s'excusent à l'avance. Alors, j'ai peut-être pas bien compris, j'ai pas toutes les compétences, mais et c'est pareil en politique. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, quand il a demandé à certaines femmes si elles étaient intéressées par une investiture potentielle à terme, les femmes répondent quasiment systématiquement « je n'ai pas les compétences ». Alors que, je ne veux pas faire des généralisations, mais la majorité des hommes n'ont pas trop de doutes sur leurs compétences, même quand ils ne les ont pas. Coralie, non, là-dessus? Non, c'est vrai. Et je pense qu'il y a aussi un phénomène qu'on ne doit pas... alors, il y a le genre, donc le fait qu'on soit femme, et le fait qu'on ait des attributions familiales souvent. Oui. On remarque que les femmes interviennent plus souvent tardivement dans des carrières politiques. Parce qu'avant, elles ont les enfants. Ça peut être une sorte de sacrifice, non, de vie, non. C'est compliqué aussi. Parfois je pense que ça ne doit pas être évident d'être à la fois... C'est un sacrifice aussi pour les hommes qui font ça, parce que c'est une vie très prenante. Mais non. Si, en vous écoutant, je réfléchis aussi à cette... on parle beaucoup de la féminisation, mais ça va aussi de pair avec une masculinisation de certaines fonctions familiales, justement. Oui. On parle moins du congé paternité, etc., sur lequel, pourtant, la législation, là aussi, mériterait peut-être d'évoluer, parce que pourquoi à la femme la famille et à l'homme le fait de gagner de l'argent, c'est un peu, finalement, ce cliché-là qui pollue encore un petit peu les carrières. On a beaucoup discuté, récemment, maintenant, le sujet est arrivé sur le tapis de la charge mentale. Voilà. Il y a maintenant une prise de conscience de ce que c'est que cette charge mentale, c'est-à-dire il ne s'agit pas simplement de faire ce qu'on vous demande dans un couple, mais d'avoir en tête toutes les choses à prévoir
qui sont, c'est infini. Enfin, moi, la liste des choses que j'étais en train de faire hier soir pour les enfants, le ménage et tout, ça n'en finit pas, et ça prend une place absolument terrible. Donc, ce concept est maintenant, ça commence à s'équilibrer. Ça s'équilibre. Enfin, les tâches ménagères sont quand même en très grande majorité faites par les femmes. Toujours, oui. Statistiquement, en tout cas. Oui, statistiquement. Mais je pense que dans les jeunes couples, ça marche plus trop comme ça, quand même. C'est vrai, exactement. Oui. Heureusement que les choses changent. Alors, Anne-Père Briou, vous avez organisé c'était le 18 mars dernier, une table ronde. C'était à Versailles. C'est une table ronde où vous décryptez l'actualité. Et le sujet de la dernière table ronde était passionnant puisque c'était hommes d'État, hommes politiques, parce qu'on est passé des hommes d'État aux hommes politiques, c'est-à-dire de Gaulle à Macron. Hein, tout à fait. C'est tout ça. à fait. Pourquoi vous avez choisi ce thème déjà? Alors, c'est vrai que déjà, on a souvent on pense souvent que quand on est élu, en fait, les élus ne sont que des gestionnaires. Et en fait, les sujets de société sont au cœur des missions des élus. Donc c'est pour ça que cette table ronde est née en partenariat avec la région Île-de-France pour mettre sur la table les sujets de société. Alors le dernier, de l'homme d'État à l'homme politique, c'est simplement pour analyser le fait que, alors sur la Ve République, oui. On parle de Gaulle à Macron. Oui, de Gaulle à Macron. Oui. Effectivement, on est passé de l'homme d'État, donc qui incarne la France, donc je suis la France, à ensuite je suis l'histoire de France, Mitterrand plutôt, à je suis moi. En fait, hein. Donc cette sorte d'évolution et de la même façon, on disait gouverner la France à l'époque de Gaulle. Après, c'était gérer la cité avec Giscard, etc. Et aujourd'hui, c'est plutôt piloter un business model. Hein. C'est vrai. Donc on s'approche de l'entreprise d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Donc c'est un peu le décryptage de cette évolution. Qu'est-ce que vous pensez là-dessus, sur ce passage? Là-dessus, parce que c'est compliqué aussi. Peut-être que la politique, c'est compliqué aussi. Il fait qu'il y ait une crise d'autorité, qu'il y ait une crise de confiance. C'est vrai, et ça pose aussi toute la question de la définition de la politique, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a été beaucoup revalorisé, on parle de politique très souvent, mais la politique, moi je rejoins un petit peu cette gestion de la cité, c'est-à-dire que la politique, c'est la police, avec cette idée, police avec un S, hein, c'est-à-dire cette idée que donc on a à la fois la gestion de la police, de l'autorité, mais aussi de l'incarnation. Et bizarrement, je suis pas forcément certaine qu'on soit passé de l'homme d'État à l'homme politique, parce que je crois encore que dans la posture récente d'Emmanuel Macron, on retrouve ce dépassement un petit peu qu'avait voulu le général de Gaulle, dépassement aussi de la figure partisane. Et je crois que c'est aujourd'hui assez important, notamment avec la crise que nous sommes en train de vivre, de revaloriser un petit peu ce fait de parler au nom d'équipes élargies. Et j'ai le sentiment qu'on revient un petit peu, moi, à cette période où le peuple français a besoin de s'incarner en tant que peuple français, quels que soient les clivages. Donc, est-ce que cette évolution est aussi nette? Néanmoins, sur la managérialisation, c'est affreux à dire à 9h30, c'est une réalité, on la ressent aussi. Vous essayez des mots difficiles aujourd'hui. Oh, j'essaie des mots difficiles, ça m'en fait deux quand même. Ça fait deux. Bon, je continuerai. Bravo. je vais continuer jusqu'à la fin de l'émission, j'en chercherai. Mais la managérialisation, vous voyez, c'est la deuxième fois ça passe. Elle est réelle aussi dans l'administration. On a de plus en plus cette GRH voilà, et on y est incité. Pas uniquement nous, mais notamment par l'Union européenne, par les organisations internationales. On gère aujourd'hui un État à la manière d'une start-up. Est-ce que ça vaut pour la fonction politique? Moi, j'ai tendance un petit peu à bien distinguer l'appareil d'État et la fonction que ce président a besoin d'incarner. Je pense que là-dessus, on a encore besoin de l'homme politique et que Emmanuel Macron, et peut-être en tout cas dans cette posture, essaye de l'avoir. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Moi, j'aime beaucoup cette citation de Churchill. Un politicien pense à la prochaine élection, un homme d'État pense à la prochaine génération. Ouais. Je pense qu'effectivement, Emmanuel Macron est plutôt dans cette optique de penser à la prochaine génération, même si c'est pas forcément l'image qu'il donne. Alors, il y a peut-être la volonté des hommes politiques dont vous parlez, mais les situations sont quand même très différentes. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de la politique aujourd'hui comme on en faisait en 58, en 62, en 65 du temps de Gaulle. Non, mais au-delà de ça, il y avait d'abord une autorité de l'État qui était
mais qui était probablement différente beaucoup à l'époque plus sacralisé. du septennat, surtout. C'est qu'à l'époque du septennat, Il y avait il y avait une vision, enfin, le président représentait autre chose, il était au-dessus. Là, maintenant, avec le quinquennat et finalement l'élection présidentielle qui coïncide avec les élections législatives, on a finalement, on est dans une 5e République qui est de plus en plus présidentielle, avec un président de la République qui est en première finalement, ligne. Mais finalement, c'est un Premier ministre, fondamentalement. Tout à fait. Il gouverne, il n'est pas censé gouverner, il est censé présider. Je crois qu'il y a autre chose aussi qui n'a pas aidé cela, c'est la doctrine Sarkozy. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a gardé la présidence du parti, en plus de sa présidence de la République, et même avant, avec de très hautes fonctions, qui était plus ou moins une coutume auparavant de lâcher la présidence du parti lorsqu'on arrivait aux responsabilités, aujourd'hui, on a une troisième mot difficile, partisanisation, cette fois-ci pas, une partisanisation de cette 5e République, puisque le chef d'État est aussi le leader de son groupe. Et ça, à mon sens, c'est un peu gênant. Encore plus que le fait majoritaire qu'a créé l'inversion du calendrier, le quinquennat. On a présidentialisé, mais on a en plus rendu une couleur politique très uniforme, d'où aujourd'hui la question du rôle du Sénat qui se revalorise avec cette un petit peu. particularité aujourd'hui que le Premier ministre n'est pas membre du parti majoritaire. C'est vrai, c'est vrai. Bien qu'il soit chef de la majorité. Enfin. Il y a un phénomène aussi qu'on ne peut pas occulter, c'est le marketing politique. Oui. C'est-à-dire qu'à partir de communication. Oui, à partir de 65, avec la campagne Le Canuet, il faut se rappeler que De Gaulle, en fait, quand ça arrivait des États-Unis après le débat Nixon-Kennedy, etc., que les médias avaient fait leurs preuves aux États-Unis, De Gaulle a refusé. Parce qu'il disait qu'il n'était pas un produit, qu'il était justement un homme d'État et qu'il n'était pas un produit. Et donc, du coup, l'agence de Michel Bongrand s'est tournée vers Le Canuet. Et donc, cette amorce, ce virage essentiel dans la politique, qui a fait que les politiques ont pensé à communication avant, évidemment, programme et etc. C'est vrai que vous avez raison, c'est Le Canuet le premier qui avait américanisé, comme on disait, la politique. Il y avait d'ailleurs en 65 un épisode assez intéressant, c'est que pendant toute la campagne du premier tour, il y avait une campagne officielle où vous voyez les candidats. De Gaulle n'avait pas participé. Non. C'est alors vrai, après, il s'est rattrapé entre les deux tours parce qu'il a eu chaud. Il s'est rattrapé. Mais Le Canuet, en 15 jours, est passé de 2% à 15%. Voilà. Donc c'est vrai que c'est la naissance c'est la naissance de la communication et du marketing politique en France, en tout cas. Alors, ça vous posiez aussi une autre question dans cette table ronde, c'est est-ce qu'on peut tenir aujourd'hui un discours de droite et un discours de gauche ? C'était une des questions qui était posée. Tout à fait. Alors, évidemment, on s'est dit, est-ce que la droite et la gauche aujourd'hui, c'est progressiste et populiste ? Mais je pense que ça va au-delà de ce clivage progressiste-populiste. C'est ce que vous disiez. C'est ce que disait d'ailleurs le livre d'Ismaël. Alors, il y a un livre sur le progressisme de deux collaborateurs, ex-collaborateurs, puisqu'ils ont quitté l'Élysée pour pouvoir parler d'Emmanuel Macron. Oui, j'ai trouvé que le sujet était intéressant. Ils disent dans leur livre, ils ont deux phrases que j'ai pas exactement, mais alors, rappelez les auteurs. Oui, pardon, Amiel et Emelien. Ismaël Emelien. Voilà. Qui était donc collaborateur d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Il y avait un conseiller spécial et un autre conseiller économique. Voilà, exactement. Et en fait, ils disent, eux, leur vision, c'est que finalement, la gauche a trahi, puisque au-delà a trahi l'égalité, finalement, parce que des espèces de corporatismes se sont installés, un droit du travail qui est devenu très compliqué, finalement, qui ne protège que ceux qui ont un travail, entre autres, et la droite a trahi la liberté, puisque finalement, au lieu d'aider les entreprises ou les personnes qui travaillent, finalement, restent figées à protéger des acquis, et surtout, non comme électeurs, maintenant, qu'essentiellement des personnes de plus de 50 ans. Je crois que 10% seulement des moins de 50 ans ont voté pour le candidat de la droite classique aux élections présidentielles. Les jeunes votent plutôt, je passe votre contrôle, mais plutôt Le Pen, non L'électorat est assez partagé. On a du mal à avoir une véritable constante au niveau de l'électorat des jeunes. Ça va vers l'écologie, ça peut aller vers des discours un petit peu plus renouvelés, comme le En Marche au moment de l'élection présidentielle. Donc, ça pose, à mon avis, tout ce conflit de l'offre politique en ce moment. C'est-à-dire que le parti Les Verts
n'existe plus vraiment. Tous les partis traditionnels auxquels on avait l'habitude qu'on avait l'habitude de voir qui travaillaient avec nous sont un petit peu disparus aujourd'hui, en tout cas en termes de légitimité. Et la question du discours de droite et de gauche, je suis pas sûre qu'elle soit encore d'actualité, parce que justement, toutes les problématiques dont vous parliez, populisme, progressisme, l'Europe ou pas l'Europe, écologie, etc., sont devenus aujourd'hui des combats communs. Donc c'est très difficile de renouveler des clivages aussi anciens que le libéralisme contre le socialisme. C'est beaucoup moins réel, hein. Et je crois que cette évolution, ce qui est rassurant là aussi, c'est que c'est pas une évolution simplement française, bien au contraire. Tous les partis s'effondrent dans l'Europe, dans la vieille Europe, précisément parce que il y a une universalisation, quatrième mot, j'y arrive, des combats sous l'influence de l'Union européenne et sous l'influence aussi d'une évolution des mentalités. C'est-à-dire que tout est devenu un combat commun aujourd'hui. Et alors, ce qui est amusant, c'est qu'on revient à nouveau à la campagne de 65, parce qu'il y a eu beaucoup de parallèles entre 65 et 2017, bizarrement, et où De Gaulle avait déjà parlé de cette idée d'être au-dessus des partis. Hein, c'était même sa grande théorie. Oui. Et donc, on dit qu'Emmanuel Macron... D'abord, il n'aimait pas les partis politiques. C'est vrai. Mais c'est beaucoup inspiré de la campagne de 65, parce que En Marche, c'était aussi le slogan de Jean Le Canuet. Ah tiens, c'est amusant, hein, et c'est pour ça que le parallèle 65-2017 a été fait sur pas mal d'aspects. C'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est pas un parallèle auquel on a comparé beaucoup l'élection. Pourtant, c'est vrai qu'il y a d'autres points de. Il y a en même temps la naissance de la gauche qui est quand même très différente en 65-20. C'est l'union de la gauche et. C'est vrai, mais au niveau du parti présidentiel, ça c'est un parallèle qu'on pense pas souvent à faire, mais Emmanuel Macron a été l'un des premiers présidents à être élu avec un parti qui n'a existé que par lui, quelques mois auparavant, avec De Gaulle en 65, puisque précisément, c'est lui en 58, le général, qui a fait un parti de toutes pièces pour arriver. On va pas faire d'histoire politique, est-ce que ça ressemble pas plus à Giscard? Alors Giscard, 74, parce que Giscard est élu avec 100 partis pratiquement. Enfin, les Républicains indépendants, c'est quand même un petit parti, et justement, il fait une campagne en dehors des partis. Enfin, c'est pas son parti qui le fait élire, quoi. Un Français sur deux. Oui, 2 Français sur 3, donc c'était ça. C'est vrai qu'il y a deux parallèles, à mon avis, qui méritent d'être faits. C'est que Giscard, il y a d'abord cette figure de l'homme assez jeune qui prend bien les lumières, etc. Donc il y a beaucoup de parallèles à faire avec Emmanuel Macron, notamment aussi sur le caractère, et sur le caractère centriste, parce que c'est la première fois qu'on porte la parole centriste en politique. Néanmoins, le parallèle que je faisais avec le parti gaulliste, c'est que quand il est arrivé en 58 et en 65, le général de Gaulle avait constitué un parti autour de sa personne, c'est-à-dire les premiers partis de personnalisation, en fait. Ce qui est un petit peu moins le cas de Giscard. Même d'un parti de Godillot. Exactement. Et c'est un peu la même chose avec le En Marche, c'est-à-dire que c'est autour de la personne qu'on crée le parti. Ce qui est un petit peu moins vrai que pour Giscard, qui, lui, se fondait sur la ligne du milieu, en quelque sorte. Et Emmanuel Macron a fait les deux. Un parti sur sa personne et au milieu du conflit droite-gauche. Un parti anti-parti qui est devenu un parti. Et ça, c'est la mode. Ça, c'est la mode. C'est la mode en Grèce, en Italie. Voilà, tous les partis antipartisans ont la cote. Alors, on parlait de droite. Moi, Coralie, vous vouliez ajouter quelque chose là-dessus? On parlait justement de droite et de gauche, de discours de droite et de gauche. Et si on regarde les élections européennes, au fond, on s'aperçoit quand même que le vrai clivage, enfin, le clivage qui marche, c'est le clivage progressiste, populiste. C'est puisque les deux. Après les sondages vont évoluer, parce que là pour l'instant les sondages ils sont faits sur une campagne qui n'a pas commencé, donc c'est un peu compliqué sans doute, donc c'est plutôt sur des critères de politique intérieure, mais on voit que la liste LER-EM, enfin la liste Renaissance elle s'appelle, serait en tête, suivie de près ou d'à peu près par la liste du Rassemblement national. Un peu d'effondrement quand même de la liste républicaine, gros effondrement de la liste des Insoumis, et avec, au fond, à peu près le même écart qu'au premier tour des présidentielles entre la liste, en gros, Macron et la liste Le Pen, quoi. C'est quand même intéressant. C'est intéressant et à mon avis c'est l'une des spécificités de ce scrutin que celui des élections européennes, dans le sens où on dit très souvent malheureusement l'argument européen aujourd'hui n'a plus cours et on fait de la politique intérieure.
Ça n'est pas faux. Néanmoins, on l'a fait à l'aune de ce qu'on veut pour l'Union. Et c'est là que se cristallise la tension pro-Union ou contra-Union. Et c'est finalement cette fameuse querelle populiste-progressiste. Parce que... c'est-à-dire qu'il y a deux positions claires. Voilà, il y a deux positions claires. Et c'est le cas dans tous les États. C'est le cas dans tous les États. Est-ce qu'on veut plus d'Europe ou est-ce qu'on en veut moins ? C'est la question. Là, il y a une interview de François-Xavier Bellamy dans Le Point. Et on voit... Enfin... c'est à vous de commenter, hein, mais on voit bien qu'il y a des paragraphes sur lesquels il est plutôt proche de Macron, d'autres plutôt proche de Marine Le Pen. Donc les positions ne sont pas claires. Chez les Insoumis, c'est exactement pareil. Enfin, il y a des pro-européens et puis il y a des nationalistes. Enfin, donc c'est vrai qu'il y a une prime à la clarté, quoi, non ? Non, là-dessus. Moi, je considère que de toute façon, la liste LR, à mon sens, il n'y a pas de projet. Je vois pas très bien ce qu'ils proposent. Par contre, à mon sens, on n'a pas d'autre choix que de vouloir une Europe plus forte par rapport vis-à-vis des deux grandes puissances. Nous n'aurons pas d'autre choix que d'être unis. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y a une vision qui est très différente. Je lisais le livre d'Ivan Krastev, Le déclin de l'Europe. Entre les pays d'Europe de l'Est et les pays d'Europe de l'Ouest, culturellement, on ne pense pas du tout la même chose. Eux, ils ont vécu l'explosion suite au communisme. Donc, ils ont à la fois besoin et envie d'Europe, et en même temps, ils la craignent. Donc, il y a une espèce de paradoxe aussi qui est à régler en interne. Mais bon, je crois qu'on doit tous comprendre que face aux Chinois, quand on voit que la nouvelle agglomération là, de Pékin, je ne sais plus quel était le chiffre, c'est 100 millions d'habitants. Bon, on est 60 en France, il faut juste se rendre compte que ce sera unis, on sera plus fort. Anne-Père Brio, vous êtes conseiller régional LRI, c'est-à-dire Républicain Indépendant, vous n'êtes pas recardé au Parti Républicain, mais vous pouvez quand même peut-être défendre la liste. Alors, moi j'ai un avis tout à fait évidemment inverse à Sophie, c'est clair. Pour plusieurs raisons. Je trouve qu'on ne peut pas fonctionner dans une démocratie, et la démocratie française a fortiori, en ayant un pôle pour, un pôle contre, un pôle bon, un pôle méchant, etc. C'est impossible. Donc, en fait, pour cette première raison. La deuxième raison, pour moi, François-Xavier Bellamy a été... Au début, j'étais un petit peu interrogative. C'est un garçon brillant qui tire... Je connais bien ici parce qu'il vient souvent. Qui tire vraiment le débat vers le haut. Et que ça fait du bien de réécouter, en fait, un débat politique où on a l'impression, moi, ça fait des années que j'ai l'impression, en écoutant un débat politique, que je n'apprends rien, que c'est des joutes de communication ou etc. Avec François-Xavier Bellamy, c'est vrai que on a l'impression, à contrario, qu'il y a un vrai projet, qu'il y a un vrai débat et qui repositionne aussi avec beaucoup de sérénité. Ça aussi, on en a beaucoup besoin en politique. Il calme un petit peu le jeu de l'hystérisation permanente de la politique et il repose les problèmes au bon endroit. Et le trio de tête, pour moi, est un trio extrêmement intéressant et constructif, puisqu'il y a Agnès Evren en 2 et en 3, donc Arnaud Grandjean, qui est un centriste. Et c'est vrai que... qui connaît bien l'Europe. Très sincèrement, alors que j'étais très tiède au départ, en me disant, bon, etc. Là, je défends très fort la liste Bellamy. Mais ce que disait un peu Sophie, c'est vrai que... Et c'est peut-être pour ça que la liste a un petit peu de mal à prendre dans les sondages, c'est que la position n'est pas très claire. Est-ce que c'est très pro-européen ou pas très européen ? Ça dépend des sujets, ça dépend. Il faut bien qu'ils essayent de capter tout leur électorat. Donc il y a des souverainistes et il y a des Européens dans l'électorat LR, non ? Non, c'est un projet pro-européen. Et après, pro-européen, mais pas n'importe comment. Voilà, pas n'importe comment, mais ça tout le monde dit. Je crois que
c'est le problème avec l'Union européenne, c'est que finalement, comme tu le disais, il y a cette idée d'être en commun, il y a un hymne national de l'Union européenne, il y a plein de belles valeurs, il y a l'Erasmus qui fonctionne bien. Néanmoins, ça pose la question du choix, de la souveraineté, et beaucoup d'États réalisent, on le voit avec l'exemple du Brexit, que finalement se défaire de l'Union européenne devient beaucoup moins facile que d'y entrer. Et aujourd'hui, la question que posent les partis complètement nationaliste, elle est quand même intéressante pour le débat, notamment pour apprendre ou non aux électeurs si on peut vraiment sortir de l'Union. Et je pense que ce qui cristallise un petit peu les passions et les angoisses, c'est est-ce que l'Union européenne est devenue une espèce de Big Brother où cette technocratie nous mange tous et qu'on ne peut plus décider, etc., et qu'on ne peut plus en sortir parce que finalement il y a des ramifications partout, ou est-ce que c'est encore un choix politique? Et je pense que vraiment le parti qui réussira à réunir derrière lui, c'est celui qui démontrera qu'on a encore le choix et que ce choix, c'est un choix politique plein et entier et et assumé finalement. Parlant de technocratie, il faut quand même toujours rappeler qu'il y a moins de fonctionnaires à Bruxelles qu'à la mairie de Paris. Hein. Exactement, c'est pas faux. Coralie, oui. Je voudrais juste, parce que le débat de la souveraineté, là, je me positionnerai juste sur l'aspect juridique, c'est qu'en fait, on est souverain dans l'Europe. Oui, parce que ce qu'on attribue souvent à l'Europe, c'est en fait les pays. Hein, c'est ça, c'est qu'il y a des traités, on a signé des traités et on a transféré des compétences. L'Europe est titulaire seulement de compétences, elle n'est pas titulaire de fonctions. Les fonctions, c'est nous qui les exerçons en tant qu'État. Donc les États, les peuples sont encore souverainistes. Donc cette dichotomie entre on est souverainiste ou on est européen, pour moi, est une hérésie absolue. On a transféré des compétences. Donc l'Europe, c'est juste, on se met d'accord parce qu'on se dit qu'à plusieurs, on est quand même vachement plus fort que quand on est tout seul. Et on est sur certaines compétences. On a fait Schengen. Schengen, à la base, c'est un traité multilatéral qui a été ensuite intégré dans l'Europe. On a fait la liberté de circulation des personnes. C'est quand même fantastique de pouvoir se dire qu'on va aller dans un pays, on a juste besoin de sa carte d'identité. On n'a pas besoin d'un visa, on n'a pas besoin de payer, c'est vraiment bien. On peut acheter un autre produit dans un pays européen. On peut aller ouvrir un compte bancaire dans un autre pays. On a quand même cette union que l'on regarde, et c'est ce qu'avait complètement perdu pour moi le Brexit. Et c'est là où, après, ils sont en train de réaliser à quel point on est imbriqué et à quel point on est interdépendant. En fait, le Brexit, c'est une interdépendance. C'est-à-dire qu'on a des gens qui se sont dit en fait, on est tout seul, on est bien de notre côté et il n'y a que nous. Et ils s'aperçoivent qu'en fait, on est tous interconnectés. Et là, on pourrait basculer sur la taxe GAFA parce que on est dans une multi... Enfin, on est plusieurs. J'y arrive pas. Attention, les mots compliqués, il faut les laisser à Anne-Charlène. C'est ça, je vais te les laisser. La multilatéralisation, j'y arrive pas très bien. Mais en fait, on est vraiment dans un univers global. Connecté, oui. On est hyper connecté et déjà, on connaissait au XIXe siècle, il y avait une très forte mondialisation. Il y a une mondialisation absolue. On allait quand même en Chine, au Japon, alors qu'ils étaient quand même des pays qui étaient éminemment fermés, qui n'accueillaient pas beaucoup à l'étranger, et pourtant on y est allé. Donc la mondialisation a toujours existé. Simplement, là pour l'Europe, je pense que le débat souverainiste et progressiste, pour moi, est un faux débat. Et là, on revient sur du marketing, parce que c'est complètement, d'un point de vue en tout cas institutionnel, c'est inexact. Mais c'est inexact, mais il y a des tendances au populisme et au repli quand même. Et c'est même assez frappant, c'est-à-dire que si vous regardez, souvent les anglo-saxons nous précèdent, mais dans les années 80, il y a eu Thatcher et Reagan qui ont amené le libéralisme. Et aujourd'hui, quand vous regardez l'Angleterre, c'est le Brexit, et l'Amérique, c'est Trump. Donc c'est peut-être aussi ce qui nous guette, quand même. Non. Moi, c'est surtout que j'apporterai un tout petit bémol sur la souveraineté. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On cristallise finalement des positions, mais on diabolise un petit peu le débat. Je pense que c'est aussi un petit peu le but, malheureusement, là aussi pour des raisons de communication. Néanmoins, sur la perte de souveraineté, je crois quand même qu'on peut affirmer qu'elle est réelle. Et justement, là aussi, ça fait le pont avec la taxe GAFA. C'est qu'en matière financière et monétaire, on est quand même tellement interdépendants que c'est ça qui sert aussi les partis anti-européens pour dire que on ne peut plus aujourd'hui être complètement souverain, notamment au niveau
niveau de la gestion de notre dette dont on nous parle sans cesse. Et on a le sentiment que nos politiques se cachent un petit peu aussi derrière cet argument. Et je pense que c'est eux qui desservent l'Union européenne, parce que du coup, à force de dire que à cause de la gestion de la finance et que ça se décide à Bruxelles, on en arrive à se déresponsabiliser. Et je crois que c'est vraiment un petit peu ça le problème. C'est qu'il y a quand même beaucoup de choses qui concernent directement la souveraineté des États qui se décident à Bruxelles, mais ça reste du domaine du choix politique national. Néanmoins, on l'assume de moins en moins. Je pense que c'est vraiment ça le problème. Je pense que c'est ça. C'est que je suis d'accord avec toi. C'est qu'en fait, ce qu'on négocie à Bruxelles, c'est l'expression des États. Exactement. Bien sûr, c'est pas oui, non, mais après on dit c'est la faute de Bruxelles, mais c'est les États. C'est les États. C'est-à-dire qu'on a des dans représentants. Le fonctionnement même de l'Europe, les États ont leur pouvoir, les gouvernements ont leur pouvoir. Exactement. Et ils défendent souvent leurs propres intérêts nationaux. Voilà. En tant qu'avocat, c'est pas grave. Fiscaliste. Est-ce que vous sentez déjà dans les entreprises des conséquences du Brexit? De toute façon, déjà, vous avez les douanes françaises qui ont émis un papier en disant on se prépare, vous avez un Brexit, vous avez un portail Brexit qui a été ouvert. Même si on ne sait pas très bien comment il va se passer, mais... Non, on ne sait pas. Enfin, si, on sait. Enfin, il faut tout détricoter. Et en fait, on va traiter Pour l'instant, on est dans la version no deal. Et on traite le UK comme si c'était un État tiers. Donc, comme si on traitait avec les États-Unis ou le Venezuela ou des choses comme ça. On est vraiment avec un État complètement tiers. On n'a jamais rien eu avec eux. Ils sont juste du côté de la Manche là, mais c'est tout. Et pour l'instant, tout a été préparé pour. Et on remet les barrières, quoi. On remet les douaniers. Donc vous avez des douaniers qui savent tellement pas ce qu'ils vont devenir qu'ils font ils font une grève du zèle. Donc ça, vous avez des lignes, des queues phénoménales, ce qui bloque aussi les entreprises, parce que vous avez des entreprises qui attendent des produits qui ne sont pas livrés. Et puis c'est vrai que nous, quand on a des choix, quand des entreprises veulent, par exemple, le choix primaire dans une structuration, c'est qu'une boîte américaine passait peu ou prou toujours par le UK pour pouvoir, parce qu'il y avait il y a une connexion en termes de langage, et après aller dans la zone Europe. Maintenant, on peut plus. Ça fait déjà 3 ans. Déjà, quand on a commencé à parler du Brexit, on propose même plus la structuration via le UK, parce que mettre un holding intermédiaire, un obstacle de plus là pour le coup. Mais non, mais c'est surtout qu'en fait, pour les personnes qui veulent investir, il faut de la stabilité, ce que notre fiscalité n'offre pas. Et alors, on est très inventif. Quand on a besoin d'argent, on est très très inventif, et on n'offre pas de stabilité, et on en est même tant et si bien à dire, nous, avocats, mais on va vous aider, vous parlementaires ou vous gouvernement, parce que on est les premiers confrontés. Parfois, on ne sait même pas interpréter un texte. C'est-à-dire qu'on est là, on se dit, de quoi parle-t-on? Et il y a parfois, il y a des thèmes où on se dit, là, on va interpréter ça, mais vous allez trouver autant d'avocats fiscalistes que d'interprétation du texte. Alors après, vous avez des positions dominantes, mais on a vraiment une instabilité, et donc qui est préoccupante, donc, qui est très préoccupante, parce qu'on se prive de personnes qui voudraient investir chez nous, parce qu'il faut quand même rappeler qu'on a une très bonne force de travail. On a des gens qui sont bien éduqués. On est quand même les plus productivistes au monde. On a plein de qualités. On a une bonne qualité de chercheurs, d'universités. Donc la France offre vraiment... elle a énormément d'atouts. On ne serait pas la 6e puissance mondiale si on était vraiment si à la rue que ça. Et en même temps, avec cette insécurité vraiment fiscale, on dépasse, on arrive à se tirer un peu des balles dans le pied. Et peut-être avoir justement une politique européenne de la fiscalité. Mais il y en a, on essaye, effectivement. Oui, non, mais ça fait 20 ans, et après, l'Europe fonctionne sur l'unanimité. C'est-à-dire que vous devez mettre tous les États d'accord. Tout le monde d'accord. 27, 28, on ne sait plus là, en ce moment, on ne sait pas. Mais on doit mettre tout le monde d'accord. Parce qu'on est justement dans la souveraineté. C'est un des problèmes de l'élargissement de l'Europe, justement. Voilà. Et peut-être que l'idée, c'est d'avoir l'Europe à 2 vitesses dont on parle depuis longtemps. Puisque vous parliez parlons-en maintenant de la taxation des GAFA. Qui veut expliquer? Alors, il y a un projet de français. Qui veut expliquer, Sophie? Écoutez, oui, nous, l'Institut Sapiens, on a sorti une étude sur la taxe GAFA. Donc, il y a effectivement un projet français
de taxer. Ah, GAFA, on peut dire ce qu'on. Alors voilà. Oui, donc pardon. Les Parce GAFA, que Google, tout le monde n'est pas forcément Google, au courant. Amazon, Voilà. Facebook, j'oublie toujours le dernier, Apple. Voilà. Le projet français, donc la France a décidé de faire cavalier seul là-dessus, puisque l'OCDE, depuis janvier, est en train d'étudier 3 possibilités de taxer les GAFA. La France, pour moi, c'est une mesure politicienne. Mais attendez, avant d'avoir, parce que l'idée, c'est quand même quoi? C'est qu'ils font des bénéfices et ils payent pas d'impôts. Voilà, non, non, absolument. Je pense qu'il est complètement normal de payer des impôts quand on fait des bénéfices. Après, donc la France fait cavalier seul, a décidé de créer sa propre taxe GAFA. Et donc, Bruno Le Maire a fait une proposition qui est de taxer à 3% le chiffre d'affaires. Non pas le bénéfice, mais le chiffre d'affaires. Moi, j'ai un sujet avec le chiffre d'affaires, évidemment, parce que le chiffre d'affaires, ça veut tout et rien dire, puisque c'est pas le bénéfice. Donc, 3% c'est plus gros chiffre que le d'affaires. bénéfice. Voilà, ça peut représenter 30%. Du bénéfice d'une entreprise, donc c'est énorme. Donc finalement, nous, notre impression, c'est que ça va finalement pénaliser les entreprises françaises. Ça va représenter une goutte d'eau dans le tonneau des Danaïdes. Pourquoi pénaliser les entreprises françaises? Parce que une société comme Blablacar, Criteo, Le Bon Coin, Cdiscount, 3%. Ah oui, serait dans ils font des bénéfices qui sont c'est pas que les GAFA, donc. Non, ça c'est pas que les GAFA en fait. Ouais. C'est ça, on appelle taxe GAFA, mais à tort. En réalité, oui, c'est ça, c'est beaucoup plus large. Voilà. Ce qu'il faut arriver à dire, c'est que justement la spécificité des GAFA, c'est pas uniquement de faire des énormes bénéfices, c'est peut-être les 4 entreprises qu'on connaît le plus aujourd'hui, mais c'est surtout, mais il y en a plein d'autres, c'est surtout que ce sont des entreprises du numérique et c'est très difficile d'arriver à fiscaliser justement les entreprises du numérique parce qu'elles n'ont aucune obligation de résidence. Vous prenez les 4, elles peuvent totalement s'investir dans un cloud qui existe dans l'une de nos galaxies, c'est ce qu'elles font. Et donc aujourd'hui, arriver à leur finalement je ne parle plus français, arriver à les obliger à implanter leurs bénéfices dans un État plus que dans un autre, c'est déjà une forme de cruauté au niveau de leur fonctionnement, et en plus leur dire installez-vous, c'est une forme de justice fiscale, mais il faut comprendre que dans leur raisonnement à eux, c'est purement factice, c'est-à-dire leur demander d'avoir des établissements stables en France, pour eux ça ne leur sert à rien, c'est contre-productif et ça ne représente pas la majorité de leur activité. Donc c'est très difficile d'arriver à les obliger à faire cela, et en plus de leur expliquer, venez en France, parce que c'est là que vous vendez le plus, mais néanmoins c'est là que notre fiscalité des sociétés est presque la plus chère. Pourquoi ne pas s'installer en Irlande où on paye 7%? Donc la logique, elle est assez difficile à imposer, même si... Évidemment, si la taxe était mondiale, ça serait beaucoup plus facile. Maintenant, il faut bien qu'il y ait peut-être quelqu'un qui actionne la pompe, non? Exactement. Ça va finir comme la taxe Air France, inventée par notre ami Chirac, qui était l'idée, c'était justement de servir de locomotive aux autres pays européens. Sauf qu'évidemment, personne n'a suivi, d'où le nom maintenant taxe Air France. Et tu sais qu'Air France n'avait pas besoin de ça en plus. Alors, il faut un peu recontextualiser tout ça. C'est qu'on a des entreprises qui fonctionnent et dans le numérique. Donc le numérique, il n'y a pas de barrière. La frontière, ça n'existe pas. Donc on a cette problématique-là. Donc effectivement, comme tu le disais, elles sont dans un schéma de pensée qui est totalement différent. C'est la frontière, ça n'existe pas. Après, ce sont des entreprises qui sont extrêmement bien conseillées. On joue, et là, c'est là où les États essayent de se mettre en ordre de marche. Non, pas du tout. Enfin, non, pas du tout. C'est qu'elle joue complètement avec les différentes juridictions. Donc déjà, les juridictions, vous allez dans un pays ou dans un autre, vous n'allez pas forcément avoir la même définition pour parfois vous allez avoir un flux qui va être un intérêt et un autre qui va être du dividende. Quand vous jouez sur les deux, vous êtes vraiment, vous pouvez vraiment faire une très forte optimisation. Donc il y a de l'optimisation, donc il faut recontextualiser le problème. C'est un problème qui existe, ça fait au moins 30 ans on a dit qu'il y avait un problème sur le numérique. C'était il y avait un rapport Toronto, Colin, donc qui ont dit un établissement stable numérique. Donc il faut vraiment recontextualiser. On a des entreprises qui fonctionnent en dehors de tout espace de frontières. Donc en fait, vous n'existez pas. C'est le monde. C'est vraiment la mondialisation. On entend bien ça, mais quand même, le fait qu'une entreprise fasse des bénéfices et ne paye pas d'impôts. Mais elles n'en payent pas en France, mais elles en payent quelque part. Très peu. Oui, mais elles en payent. Très peu par rapport aux autres entreprises. Oui, mais ça, c'est parce que... Il y a quand même une forme d'injustice, on peut reconnaître ça. Non, mais ça, je dis pas le contraire. Je vous dis juste que la façon dont les choses sont faites, en fait, il y a une problématique d'appréhension fiscale de ce flux. Le flux, il existe. On sait, on le connaît, tout le monde le connaît.
On fonctionne en règle de fiscalité internationale. La fiscalité internationale, c'est la Société des Nations, donc ça a plus d'un siècle. C'est pas du tout, c'était les flux physiques. Maintenant, on n'est pas là-dedans. On est dans des choses complètement dématérialisées. Donc, on a l'OCDE qui a émis son rapport, qui est BEPS, qui est sur l'érosion, la lutte contre l'érosion des bases fiscales. Vous avez l'Union européenne qui travaille également. La France, conjointement avec l'Allemagne, avait proposé une taxe de 3% chiffre d'affaires. L'Allemagne s'est un peu désolidarisée pour des problématiques de politique intérieure. Et vous avez d'autres États. La France n'est pas toute seule. Vous avez d'autres États qui y réfléchissent. Vous avez l'Italie, vous avez l'Espagne. Je crois qu'il y a la Pologne ou quelque chose comme ça. Il y a à peu près 6 États européens qui y réfléchissent. On est simplement les premiers à avoir tiré. Mais et dans la proposition européenne, il y avait 2 propositions. Il y avait une proposition intermédiaire qui était de dire on met 3%, on sait que c'est pourri, mais en tout cas on met en intermédiaire parce que après on va être en marche coordonnée avec l'OCDE. On a un phénomène assez impressionnant, c'est que l'OCDE, on a enfin les États-Unis, qu'on n'avait pas avec Barack Obama. On a Donald Trump. Donc Trump est plutôt... Trump est totalement pour. Trump, quand il a fait sa réforme fiscale, pourquoi on a des boîtes, on a des cash box qui sont dans les pays à fiscalité, ce que nous on appelle privilégiés, qui sont en fait des paradis fiscaux. En fait, il y a des cash box. Apple a un trésor de guerre de 500 millions planqué dans les Bahamas. Sauf que quand vous rapatriez l'argent aux États-Unis, c'est 35% d'impôts. À partir du moment où vous rapatriez. Donc en fait, ils ont tout un système où ils remontent tous l'argent peu ou prou en passant très fréquemment par les Pays-Bas, ce qu'on appelle le sandwich néerlandais. Et donc vous remontez tout. C'est ça, mais il y a quand même un trafic, enfin, c'est quand même une optimisation. Mais c'est ce que je vous dis. Non, mais c'est ce que je vous ai dit, c'est qu'il y a une grosse optimisation. C'est-à-dire qu'on joue sur l'existant. C'est pas des gens qui frottent, c'est des gens qui jouent sur l'existant. On peut reconnaître quand même, je sais pas, le maire, quand même la volonté de réglementer, de moraliser ça. Non, Anne-Paul Briot, là-dessus. Alors, moi, je réagissais, c'est marrant, en termes de communication. Et je me disais, cette question, c'est typiquement l'exemple de question extrêmement mauvaise pour un référendum. Êtes-vous pour ou contre la taxation des GAFA ? 99,99% pour. Bien sûr, bien sûr. Alors que vous expliquez très bien certaines choses que la majorité des gens ne décryptent pas. C'est pas parce qu'une chose est difficile à faire qu'il faut y renoncer. Sur le principe, on a envie de dire oui. En fait, tout le monde est d'accord sur il faut les imposer. Voilà. Eux, ils le savent. Ils sont pas non plus, ils se cachent pas derrière leur petit dos. Ils le savent, ils y vont. Simplement, pour l'instant, actuellement, on n'a pas les instruments pour le faire. On y réfléchit. On a une taxe qui est là, qui a les qualités de ses défauts ou les défauts de ses qualités. Mais c'est un peu une preuve par l'absurde que le repli sur soi des nations et tout ça nous rend totalement paralysés, quoi, non ? Ça nous paralyse et en même temps, vous avez vu la réponse de Trump qui s'est pas faite tarder. Et c'était si vous faites ça en cavalier seul, moi je vous mets des rétorsions et ça se termine à l'OMC cette histoire. C'est pas plus compliqué que ça et c'est un peu le risque, c'est qu'en fait on est vraiment tellement interdépendants qu'on a ces risques de l'Organisation mondiale du commerce où on va faire un règlement entre États et on va voir comment on s'organise. Et on a ce risque-là à être tout seul. Moi, je dis qu'elle a les qualités de ses défauts, c'est qu'elle jette un pavé dans la mare. C'est peut-être fait pour ça aussi. Je pense fait pour ça, mais ça induit quelque chose qui n'a pas sa place en droit en tout cas, c'est la notion de morale. Nous la morale. Bien sûr, le droit c'est pas la morale. C'est extrêmement, c'est quelque chose qui a. Cette taxe GAFA telle que proposée par Bruno Le Maire, elle ne rapporterait rien, c'est-à-dire qu'on nous promet 500 millions par an. Nous on a fait les calculs dans notre étude de l'Institut Sapiens et ça rapporte 49 millions par an. Et paradoxalement, l'organisme. Quand on a 100 milliards de déficit, c'est. Bon, par contre, il y a un truc qui est assez amusant, c'est que le plus gros client, ce sera le site impôt.gouv.fr, qui sera touché par la taxe GAFA. Ah, c'est drôle. C'est assez marrant. Non, là, vous avez bien fait de rappeler ça. C'est quand on dit GAFA, non, ça se limite pas à Google, Apple, Facebook. Non, ça touche, je crois, 150 entreprises. Voilà, parce qu'on a l'impression que ça touche que ces très grandes entreprises. Vous avez raison de dire. Mais attention, il y a des entreprises françaises, la carte notamment, qui vont être pénalisées. En fait, toute personne qui intervient par un portail numérique
tombe sous le coup de cette taxe si elle réalise plus de 500 millions de chiffre mondial et 25 millions en France. Donc à partir du moment où vous avez cette double clé d'entrée, vous rentrez dedans. Vous êtes une entreprise du numérique et vous intervenez pas seulement en France mais à l'étranger et vous êtes dedans, quoi. En un mot, moi j'ai le sentiment que du coup, à vouloir être la locomotive, on peut aussi terminer comme étant le mouton noir. Ça serait un petit peu moins productif. Si on parlait d'argent, il nous reste 2 minutes, hein, donc on va aller très vite, mais 350 millions, c'est le coût, je crois, annuel du Sénat, c'est trop? Oui, on devrait supprimer le jardin du Luxembourg, je trouve, on gagnerait beaucoup d'argent avec les jardiniers. C'est vrai qu'ils gèrent le jardin du Luxembourg. Ça fait partie du budget du Sénat et c'est une dépense très importante de ce budget. Supprimer le Sénat, moi je suis absolument contre, c'est peut-être aussi ma formation. On en a parlé parce que c'est vrai que dans l'affaire Benalla, voilà, ils ont traduit 2 très proches collaborateurs importants du président de la République vers la justice. Et donc, on repose cette question éternelle qu'on posait déjà du temps de De Gaulle. Hein. Ah oui, c'est vrai. Faut-il modifier, réformer ou supprimer le Sénat? Alors, modifier, évoluer, se poser des questions, faire des associations avec des sénateurs, des citoyens, avec le CESE, etc. Pourquoi pas? Mais ne pas supprimer le Sénat, bien évidemment. C'est un contre-pouvoir indispensable et c'est aussi une assemblée d'élus. Ce sont des sages, en fait. Et des sages, parce qu'ils représentent aussi bien que ça les territoires. Si. Ah, si. Ah, non. Franchement. Non. C'est une défense des territoires. Alors, on est peut-être bien lotis. Mais c'est vrai qu'on a particulièrement un président de Sénat qui incarne la défense des territoires. Une anecdote d'ailleurs, c'est très amusant parce que je me rappelle d'un jour où j'avais rendez-vous avec lui. Et Monsieur Gérard Larcher. Monsieur Gérard Larcher, voilà, que l'on voit à l'écran. Et donc, il est venu, il me dit « Excuse-moi d'être en retard », et je le vois arriver avec ses bottes, son ciré, etc. Et je me dis... Là, vraiment, Président, vous représentez vraiment... Parce que finalement, il représente les territoires, donc les collectivités territoriales. Mais ça ne représente pas le territoire. Oui, moi, c'est ça qui me gêne. Il y a peut-être une inégalité de représentation. Ne représente pas les Français. Il y a un problème de parité, il y a un problème d'âge également. Après, je suis complètement d'accord sur les compétences. Qui sont exceptionnelles. Et quant à l'affaire Benalla, bon, tu es constitutionnaliste, donc tu es plus calé que moi. Mais il faut qu'on s'arrête. Pardon. Mais la prochaine fois, on en reparlera avec grand plaisir. Anne-Père Briot, merci infiniment. Sophie McLaughlin, merci beaucoup. Anne-Charlène Bézina, merci. Et Coralie de Dieu, merci beaucoup pour votre éclairage, notamment alors là sur les GAFA. On a appris plein de choses. Merci à toutes les 4 et à très vite pour un nouveau PAF. Et j'espère que vous revenez très vite. Merci Patrice. Merci.